Public Sénat et l'INA vous présentent l'info dans le rétro. Vive la France! Pendant 3 jours, vous êtes considérés comme des militaires. À ce titre, il y a quelques consignes à respecter. D'accord ? Des appelés avec leur sac, arrivant résignés pour les sélections du service militaire, nous étions à Tarascon en 1974. Une conscription qui inspire de nouveau nos hommes politiques. Nous y reviendrons dans la deuxième partie de l'info dans le rétro. Un chiffre pour commencer, 60. 60 ans, c'est l'âge de la communauté européenne dont nous célébrons cette année la signature du traité de Rome le 25 mars 1957. Les conditions de naissance de l'Union expliquent-elles les remises en cause actuelles ? Signe des temps, l'Europe si longtemps en expansion semble aujourd'hui frappée par la décroissance et le doute, après le Brexit. Le détour par l'histoire, une fois de plus, éclaire les différentes facettes de cette crise. Car les oppositions à l'Europe, autant que les idées fédéralistes, expliquent ses contours. Pour commencer, petit retour sur l'annonce officielle faite par Theresa May d'ouverture de la procédure du Brexit. C'est un sujet de Béatrix Moreau. Pour les Britanniques, plus question de faire marche arrière. Le lancement officiel de la procédure du Brexit est prévu le 29 mars, une date annoncée en début de semaine par la Première ministre Theresa May, décidée à aller au bout du divorce. L'activation de l'article 50 du traité de Lisbonne ouvrira une période de négociation de 2 ans maximum avec les 27 pays restants de l'Union européenne. Beaucoup de questions restent encore à régler, notamment la révision des accords commerciaux ou le sort des ressortissants étrangers au Royaume-Uni. Le pays prend le chemin de la sortie, mais la route risque d'être longue. Deux invités pour évoquer les paradoxes de l'histoire européenne. D'abord un grand témoin, Madame Elisabeth Guigou. Vous avez été ministre des Affaires européennes de 1990 à 1993, donc en plein traité de Maastricht. On aura sûrement l'occasion d'y revenir. Et vous êtes aujourd'hui encore présidente de la Commission des Affaires étrangères et européenne de l'Assemblée nationale. Avec vous, un historien, Sylvain Kahn, vous êtes chercheur à Sciences Po, vous avez publié de nombreux livres sur cette question. Je précise aussi, parce que ça peut avoir un intérêt pour notre émission, que vous êtes aussi géographe. Tout de suite, j'avais envie de vous poser une question pour commencer. Et Elisabeth Guigou, en 2 phrases, vous souhaitez que les Anglais reviennent dans l'Union ou, au fond, leur sortie est une bonne chose pour l'Europe ? Ah non, c'est pas une bonne chose. Ceci dit, je pense que le Royaume-Uni souffrira plus que l'Union européenne. Mais non, je regrette, mais c'est comme ça, il faut respecter ce vote. Vous souhaiteriez qu'ils reviennent ? Oui, j'aimerais bien, mais ça ne va pas être possible tout de suite. Il va falloir d'abord que les négociations pendant 2 ans sur le divorce aillent au bout. Et d'ailleurs, je pense que si on montre dans ces négociations que ce n'est pas la même chose d'être dedans et dehors, c'est là qu'on aura le plus de chances qu'une majorité du peuple britannique décide de revenir finalement. Moi, je ne partage pas l'avis de Mme Guigou. Je pense que les Britanniques veulent partir, qu'ils partent. Ça fait 40 ans qu'ils nous cassent les pieds. Et avec un peu de chance, on avancera mieux sans eux, même si c'est dommage qu'ils ne soient plus là. Donc ça ne me paraît pas très grave. Je pense que ça va être très ennuyeux parce que pendant 10 ans, parce que ça ne durera jamais 2 ans, toute l'énergie qu'on va mettre dans les négociations sur la sortie, on ne les mettra pas ailleurs. Et on va revenir sur des crises et on va commencer par une grande crise. C'est en 1954. C'est la façon dont les actualités filmées vont annoncer en moins de 30 secondes l'échec de la CED, donc de la Communauté européenne de défense, en 1954. Par les premiers jours ensoleillés d'un été tardif, s'ouvrait devant l'Assemblée le débat de la CED, le plus important sans doute qui soit venu à la Chambre depuis 1945. Ouvert par M. Jules Mock, le débat ne devait pas s'engager au fond. Par 319 voix contre 264, l'adoption de la question préalable entraînait le rejet de la CED. Bon alors, Sylvain Kahn, il y avait eu, je sais bien, la première pierre de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier en 1951. Mais là, en 1954, est-ce que ce rejet de la Communauté européenne de défense, c'est pas fondamentalement la décision de ne pas avoir un régalien commun pour les Européens? Si, vous savez qu'Adenauer a dit que c'est le jour le plus noir de l'Europe. On n'était même pas 10 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Si, bien sûr, je pense que c'est quelque chose qui va durer jusqu'au traité de Maastricht, jusqu'en 1990. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de ligne de partage des eaux communautaires. À partir du rejet de la CED, on dit qu'on fait l'Europe, mais surtout,
on arrête ça aux limites de la souveraineté régalienne, c'est-à-dire l'armée et la défense, la police, la justice, les affaires étrangères et j'en oublie une, la monnaie bien sûr. Voilà. Et effectivement, de facto, on va quasiment plus toucher à aucune de ces 5 compétences régaliennes. Et on va faire des choses qu'on va voir avec la souveraineté, mais qui sont des politiques publiques, on va dire, plus classiques, plus neutres, qui touchent moins à l'identité nationale. Elisabeth Guigou, ce refus initial de la défense européenne, vous avez l'impression qu'encore aujourd'hui, c'est un boulet au pied de l'Europe ? On a perdu la première occasion de faire une Europe fédérale, oui, sur les sujets régaliens. Paradoxalement, c'est la France qui a proposé ce traité et qui finalement ne l'a pas ratifié, alors que les autres l'avaient ratifié. Alors c'est vrai que le contexte international avait changé entre-temps, puisque Staline était mort en 1953, donc la menace soviétique était moins pesante. On a fait la CED aussi pour réarmer l'Allemagne dans un cadre européen et faire face à la menace soviétique. Et en plus, la France était engagée en Indochine. Donc les passions internes à chaque parti se sont déchaînées. Mais c'est vrai, il faudra attendre 40 ans jusqu'au traité de Maastricht, que vraiment, je suis heureuse qu'on redécouvre maintenant, parce qu'il a suscité beaucoup de critiques à l'époque. On va y revenir. Moi, je l'ai négocié. On va y revenir. On va y revenir. Ne soyez pas encore plus cosaque que moi. Très heureuse qu'on réhabilite le traité de Maastricht aujourd'hui. Alors on va y revenir. 40 ans. Sur la défense, plus un mot sur la défense. Mais comme l'a dit un jour Jacques Delors, on ne tombe pas amoureux d'un grand marché. Donc, alors justement, le grand marché, moi je voulais vous proposer cette étape qui pourtant a plutôt bien fonctionné. En 1957, c'est le début de l'Europe des 6. On va regarder la signature de ce traité qui est d'ailleurs placé sous les auspices des grandes références antiques. À Rome, le palais du Capitole, dessiné par Michel-Ange et qui domine la ville éternelle, a été le cadre majestueux de la rencontre des 6, venus mettre le point final aux négociations instituant le marché commun et l'Euratom. Messieurs Beck pour le Luxembourg, Segni et Martineau pour l'Italie, Luns pour les Pays-Bas, le chancelier Adenauer pour l'Allemagne fédérale, Monsieur Christian Pinault pour la France et Monsieur Spaak pour la Belgique ont paraphé les 2 documents qui jettent les nouvelles bases économiques d'une Europe en formation. On remarquera qu'on a le ministre français, mais qu'on n'a pas le chef de gouvernement qui était à la signature du traité de Rome. Ça m'a un petit peu fait sursauter après avoir vu le chancelier d'Allemagne. Il a joué un rôle très important, Guy Mollet. Même s'il n'était pas là, il a vraiment joué un rôle. Alors, moi, la question que je voulais vous poser, c'est il y a une tarte à la crème qu'on dit tout le temps, c'est que c'est l'économie à remplacer la défense. Est-ce que c'est vrai que le traité de Rome, c'est un peu la consolation pour ne pas avoir fait l'Europe de la défense ? Surtout, ce qu'on dit très très peu en France, c'est que le traité de Rome, disons, la paternité du traité de Rome, c'est les Bénéluxiens. C'est les Belges, les Hollandais, les Luxembourgeois. C'est eux qui ont relancé la machine, c'est eux qui ont, entre guillemets, qui ont sauvé l'Europe. À ce moment-là, les Français n'avaient pas la main, pour les raisons qui ont été rappelées tout à l'heure par Mme Guigou. Et puis surtout, c'est pas seulement l'économie comme autre voie, c'est qu'il y a vraiment des... Comment dire, ça répond à des besoins. C'est-à-dire, on est à peine sorti la fin du ravitaillement. Comme vous le savez, les derniers tickets de ravitaillement, c'est 54. Donc on est encore en phase de reconstruction, on est encore en phase de rattrapage. Et donc le marché commun répond vraiment comme à un vrai impératif de politique publique économique, industrielle, énergétique. Donc ça a du sens au-delà de l'objectif politique d'unité. Alors, Elisabeth Guigou, à partir de là, commence ce qu'on pourrait appeler la phase d'expansion de l'Europe, avec des entrées progressives. En 1972, c'est l'Angleterre, l'Irlande, le Danemark. Donc on était 6, on devient 9, puis on deviendra 12, jusqu'à 28, peut-être 27. Qu'est-ce qui faisait l'attractivité de l'Union européenne à cette époque ? Oui, vous voyez, 57-72, il a fallu du temps. Oui, c'est vrai. Il y a eu même la politique de la chaise vide par les Français. Exactement. Donc il ne faut pas s'imaginer, on embellit toujours le passé. Il y a eu des crises. Et ce n'était pas évident pour le général de Gaulle d'accepter le traité de Rome quand il est arrivé en 1958, il l'a fait. Bon. Donc c'est vrai que je crois que l'Europe, ce n'est pas naturel, il faut savoir, enfin, c'est une construction. Et donc ça avait plus de sens et de légitimité démocratique au fond que de se mettre sur des objectifs qui étaient compréhensibles immédiatement par les peuples. C'est-à-dire la paix, naturellement, ça n'aurait même pas besoin d'expliquer, mais la reconstruction, mais la prospérité économique. D'accord, mais alors quand même, Sylvain Kahn, est-ce que cette attractivité du grand marché, elle est liée à l'opulence, à la richesse que ça peut permettre dans ces années 60, 70, 80 ?
Très clairement, c'est-à-dire que les Britanniques qui avaient le projet avec l'Association européenne de libre-échange, ils ne croyaient pas du tout à la CE. Ils pensaient que ça serait un machin bureaucratique, une usine à gaz, que ça se casserait la figure. Une partie des dirigeants allemands de la CDU, dont le ministre de l'économie Ludwig Erhard, qu'on appelle le père du miracle économique allemand, y croyaient assez peu aussi. Et puis ils se sont tous trompés. Même si les historiens britanniques, comme Tony Judd, continuent à dire dans une note de bas de page célèbre, à mon avis, que je raconte toujours à mes étudiants de son grand après-guerre, où il compare la politique agricole commune de l'UE avec la politique agricole de Brejnev, en disant la seule différence, c'est que comme en Europe on est riche, on ne voit pas à quel point c'est la gabegie. Bon, mais le fait est que dès 62, les Britanniques ont compris qu'ils s'étaient gourés, quoi. Et donc ils ont tout fait pour rejoindre l'Europe. Parce qu'en termes de commerce extérieur, en termes de prospérité, en termes de taux de croissance, c'est dans la CE que ça se passait beaucoup plus qu'ailleurs. Donc oui, vous avez raison. Alors ils veulent tous rentrer, et on se situe au milieu des années 80, me semble-t-il, avec une sorte de moment extrêmement fédérateur, peut-être l'apogée de l'Union européenne. Deux personnalités vont l'incarner, Helmut Kohl et François Mitterrand. On est en 1984, et c'est la fameuse poignée de main de Verdun. Je vous propose de la revoir. Nous nous dirigeons ensemble vers un avenir commun, nous nous sommes réconciliés, nous nous sommes compris, nous sommes devenus des amis, l'union de l'Europe est notre but commun. Cet après-midi à Douaumont, le président français et le chancelier allemand n'ont pas hésité à jouer eux-mêmes cette grande scène de la fraternité, une image que l'histoire retiendra et qui engage les deux pays de façon solennelle sur le chemin de la paix. Auparavant, Helmut Kohl, au cimetière allemand de Consenvoie, s'était souvenu de son père, combattant ici en 1916. Et François Mitterrand lui-même n'avait pas renié son passé de combattant. Le 14 juin 1940, c'est à la côte 304 qu'il fut blessé. Ouais. Elisabeth Guigou, c'est le moment, je crois, où l'Europe est en train de fixer vraiment ses valeurs, c'est-à-dire à la fois la démocratie et la paix. Est-ce que c'est ça que représente ce moment ? Oui, il faut savoir ce que ça représente dans les relations entre la France et l'Allemagne, parce que c'était en 1983, un an avant, que François Mitterrand avait apporté son appui à Helmut Kohl dans la fameuse affaire des missiles. Vous savez, les missiles sont à l'est et les pacifistes à l'ouest. Ce qui était courageux parce qu'il s'inscrivait contre les sociodémocrates allemands, ses avis politiques en Allemagne. Et puis, il y a eu, après, le soutien d'Helmut Kohl au choix fait par la France, non sans débat, par Mitterrand, de rester dans le système monétaire européen. Donc vous avez cette séquence qui a été rythmée, et au fond, la poignée de main de Verdun, qui est très émouvante. C'est pas seulement l'amitié franco-allemande, c'est quand même l'Europe qui est célébrée derrière. C'est vrai, c'est l'Europe, mais c'est le fait que ces deux dirigeants, moi je crois avoir assisté à tous leurs entretiens, dans tous leurs échanges, ils commençaient par évoquer la guerre. Alors Kohl était plus jeune, il était adolescent, Mitterrand était adulte déjà, mais c'était ce souvenir commun de la guerre et qui les a profondément soudés, puis une admiration réciproque pour deux hommes qui étaient pourtant très différents. Ce moment, donc, qui est un moment de fraternité extrêmement fort, juste après, il y a l'acte unique. C'est-à-dire qu'on transfère du marché commun au marché unique et on a un pas supplémentaire. Oui. Est-ce que c'est vraiment une nouvelle étape qui s'ouvre et qui montre, j'allais dire, le rayonnement renforcé de l'Europe ? Oui, l'acte unique européen, c'est très important. Peut-être qu'en un sens, l'approfondissement à ce moment-là, ou en tout cas l'état d'esprit est plus incandescent qu'avec le traité de Maastricht, me semble-t-il, mais Elisabeth Guigou, évidemment, était là pour l'élaboration des deux. Mais l'acte unique européen, oui, c'est très important, parce que d'abord, finalement, sauf erreur de ma part, c'est le moment où il y a vraiment une unité complète à l'époque des 10 et bientôt des 12, en 86, parce que même le Royaume-Uni est vraiment in. C'est sûrement le moment, les 2 ou 3 années où le Royaume-Uni a été vraiment in, et pourtant c'était Madame Thatcher. Alors vous m'offrez une transition toute facile, c'est précisément Margaret Thatcher, que nous allons voir en 1990. Vous étiez à l'époque, Elisabeth Guigou, en train de négocier avec elle et vos homologues le traité de Maastricht, et on commence à discuter de l'euro. Quelle va être la position de la Dame de Fer ? Sur la question de l'unité politique et monétaire, il existe désormais un consensus. Un consensus pour définir par exemple une politique étrangère commune, une sécurité commune, mais également à partir du 1er janvier 1994, une monnaie unique et une banque centrale unique. Le problème,
c'est que Mme Thatcher n'adhère pas à ce consensus. L'Europe monétaire se fera donc dans un premier temps à 11. Mme Thatcher n'y adhère pas, mais elle ne refuse pas de participer au débat qui définirait le contenu de cette Europe politique. En clair, pour Mme Thatcher, le train de l'Europe ne va pas dans la bonne direction, mais finalement, elle ne refuse pas de monter dedans. Elisabeth Guigou, c'était difficile de négocier Maastricht avec Margaret Thatcher? Si vous voulez, ce qui est très, très parlant à cette époque, c'est que, je me souviens, le 3 septembre 1989, François Mitterrand va voir Margaret Thatcher à Chequers, dans sa résidence de campagne. Elle l'a dit à Mitterrand, j'ai passé mon été à relire des livres sur la guerre. Vous n'avez pas peur de l'Allemagne et de sa puissance économique dans l'euro, de tout ça? Et Mitterrand lui a dit non, parce que je crois que c'est la politique qui mène le monde. Et que de toute façon, aujourd'hui, nous n'avons déjà plus de souveraineté monétaire. Quand la Bundesbank décide de relever ses taux d'intérêt, vous, la Banque d'Angleterre, la Banque de France aussi, vous êtes obligés de le faire. Autant partager la souveraineté. Alors, un autre moment de crise, le non des Français au traité constitutionnel européen. Écoutez bien les arguments que les Français donnaient à l'époque. Les moins de 65 ans ont tous majoritairement voté non. Dans la semaine, on a parlé entre nous, tout ça, et on s'est tous dit pour penser à plus tard, il fallait qu'on va tous voter, quoi, puis on a tous été votés ensemble. Autre clivage territorial. Les grandes villes ont plutôt voté oui, les petites villes et surtout les campagnes se sont prononcées pour le non. Dans ce village du Massif central, c'est le cas de 80% des électeurs qui n'acceptent pas la disparition des services publics. La mise en place de cette politique libérale qui est mise en place au niveau européen entraîne ses conséquences négatives pour la vie des gens. Sur le plan social, c'est la France salariée qui est à la pointe du non. Les chiffres sont sans appel chez les ouvriers et les employés, publics comme privés. Forcément, on délocalise. Alors il faut aller travailler en Roumanie, il faut aller travailler en Pologne. Non. Vous avez dit non au gouvernement ou non à l'Europe? Aux deux. Aux deux. J'ai dit non aux deux, au gouvernement et à l'Europe. Elisabeth Guigou, est-ce que le traité constitutionnel de 2005 ne manifeste pas au fond un divorce sur la question européenne entre les élites et les classes populaires? Je crois que c'est plus compliqué que ça. D'ailleurs, on voit maintenant l'évolution. Non, je crois d'abord qu'on a eu tort dans ce traité, d'abord de ne pas l'appeler traité constitutionnel, comme vous venez de le faire, c'est sa bonne dénomination, de l'appeler constitution. Si ça avait été une constitution, on aurait eu une seule ratification sur tout le territoire de l'Union européenne et pas 27 ratifications différentes. Vous pensez que c'est qu'un problème de mots? Vous ne pensez pas qu'il y a vraiment un problème de fond là, ceux qui considèrent que l'Europe est la source de la souffrance? Non, mais il y a eu ça, parce que les gens ont eu l'impression qu'on leur racontait des histoires déjà, et puis il y a eu le fait que il y avait une opposition, en effet, il y a eu trois choses. Il y a eu une opposition à la dérive libérale qui commençait à atteindre des sommets avec M. Barroso qui a fait un mal fou, alors que Delors a toujours maintenu l'équilibre. Et puis la troisième chose, c'est que quand on a un référendum en France, et partout d'ailleurs, on répond au moins autant, peut-être plus quelquefois, à celui qui pose la question qu'à celui qu'au fond du problème. Or, je vous signale que le référendum interne au Parti socialiste a été gagné pour le oui. Et que c'est parce que moi, je rencontrais tous les jours, je faisais 2 réunions par jour, des électeurs socialistes qui me disaient « Moi, je ne veux pas recommencer à voter pour M. Chirac. Je recommence pas. » D'accord, alors on entend, voilà. on peut entendre. Mais au fond, Sylvain Kahn, retour à aujourd'hui. Est-ce que 2005, ce n'est pas la manifestation du retour d'une certaine forme de souveraineté manifestée par le Brexit et puis aussi manifestée par tout un tas de partis qu'on qualifie parfois de populistes ou de nationalistes? En tout cas, dans le discours, si. Parce que le problème, c'est que le discours des Brexiteurs sur « on va regagner notre souveraineté », c'est un discours, bon, je ne veux pas être polémique, je ne vais pas dire mensonger, mais en tout cas, c'est un discours qui n'est pas exact par rapport à la réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça peut se discuter, bien sûr, mais pour aller vite, une grande partie de la souveraineté de chacun des États-nations membres de l'UE, elle est plus forte parce qu'il y a l'Union européenne. Ça a été rappelé tout à l'heure, grâce à l'euro, enfin on peut dire grâce, en tout cas avec l'euro, eh bien l'Allemagne ne décide pas seule. Les décisions allemandes, d'une certaine manière, sont mutualisées avec tous les autres membres de la zone euro. Bon, alors le problème, c'est qu'il y a beaucoup de défauts, et puis qu'avec la crise, ça ne marche pas à tous les coups. Mais ce que je veux dire, c'est que de toute manière, il y a un exemple qui marche toujours très très bien. On va me dire, ce n'est qu'un exemple, mais vous prenez la politique commerciale extérieure. L'Irlande toute seule à l'OMC,
On se penche pour savoir qui parle. Ah tiens, il y a un Irlandais qui parle, mais où est-il? Aujourd'hui, l'Irlande, parmi les 28 membres, négocie le mandat qui est donné au commissaire européen au commerce extérieur qui va à l'OMC, qui représente 500 millions de consommateurs. Et donc la voix de l'Irlande, si vous voulez, elle fait partie d'une position de l'Union européenne qui est très forte. Donc, voilà. En une phrase, Elisabeth Guigou, parce qu'il ne reste presque pas de temps, il ne reste plus de temps en réalité, est-ce qu'au fond, les nationalismes ne sont pas en train de tuer l'Europe? Je ne pense pas que l'Europe soit morte. Je pense qu'elle a montré sa résilience avec le Brexit. Ce qu'il faut, c'est qu'elle soit beaucoup plus proactive. Et j'espère que le Brexit et le Trumpisme, d'ailleurs, seront une occasion, justement, de relancer le projet européen. Très bien. Donc, on se donne rendez-vous tous les trois dans 60 ans pour fêter le 120e anniversaire. Je rappelle les titres de vos livres. Elisabeth Guigou, L'Europe, les défis à venir de la première puissance économique mondiale, paru au Cherche Midi. Et vous, Sylvain Kahn, je sais qu'il y a un MOOC que vous faites sur la géopolitique de l'Europe, mais vous avez surtout publié une histoire de la construction européenne au PUF. Et nous, on va continuer avec un autre sujet. Bonjour messieurs. Au cours de ces quelques minutes, je vais vous expliquer d'abord pourquoi vous êtes convoqués en centre de sélection quelque temps avant d'effectuer votre service national, et ensuite vous dire ce que vous allez faire pendant ce bref séjour passé ici parmi nous. Séjour qui durera 4 demi-journées. Il existe en France 10 centres de sélection semblables à celui de Tarascon. Tous les Français, sans exception, franchissent un jour ou l'autre les portes de ces centres. Ils sont en moyenne 500 000 par an. À l'intérieur de ces locaux, une immense chaîne d'observation attend la jeune recrue. Tout le long de cette chaîne, des médecins, des psychologues. Au bout de la chaîne, une conclusion. Apte ou inapte au service militaire. Alors, le service militaire, avec ses 3 jours, sa sélection et son folklore, en seconde partie de l'info dans le rétro, nous mettons un pas devant l'autre, en évoquant ce service national. La Suède vient de le restaurer et Emmanuel Macron a proposé de le réinstaurer et on en débat dans la campagne électorale en France. Alors pour aborder cette question, il nous fallait une spécialiste, une historienne, en l'occurrence Bénédicte Chéron. Je suis heureux de vous recevoir. Bonjour. Alors vous êtes chercheuse associée au CIRIS à l'Université Paris 1 et vous avez été bien sûr chercheuse à l'Institut de recherche de l'école militaire, l'IRSEM, où l'on traite toute cette question. Pour commencer, question de novice. De quand date le service militaire? Alors, il faudrait remonter très loin pour parler de l'histoire du service militaire. À la Révolution française, même un peu avant, il y a des formes de milices qui existent. Mais il faut se rendre compte qu'en fait, jusqu'à la guerre de 1870, c'est un service qui est intermittent en fonction des besoins de la défense du territoire national. Et la forme de conscription obligatoire qu'on connaît vraiment, elle existe après la défaite de 1870 pour répondre à la menace de la Prusse puis de l'Allemagne, bien évidemment. Et la forme très contemporaine qu'on connaît, en fait, c'est celle dont on se souvient de l'entre-deux-guerres, puis de l'après-Seconde Guerre mondiale. Celle qu'on voit là, avec les 3 jours, ça date de quand les 3 jours? Alors les 3 jours, ils datent de 1965, donc on est déjà longtemps après la Seconde Guerre mondiale. Alors dans le vocabulaire, ça voulait dire quoi? Les 3 jours, ils sont venus remplacer ce qu'on appelait le conseil de révision, et effectivement, chaque classe d'âge était convoquée pour 3 jours, qui étaient obligatoires. C'est le moment où on évaluait les compétences de l'appelé, où on se demandait d'abord s'il était alphabétisé correctement, ça permettait de faire quelques statistiques, et puis surtout, on voyait quelle était sa condition physique et s'il était apte à la fonction des armes. Alors, 500 000 personnes par an s'y rendaient. Et ça veut dire que tout le monde y allait, personne n'y échappait? Alors, personne n'y échappait, avec des nuances, parce que de plus en plus, plus le temps a passé, effectivement, plus il y a eu des stratégies d'évitement. Parce que aussi, après la guerre d'Algérie, on a reconnu, dès les lendemains de la guerre d'Algérie en 1963, un droit à l'objection de conscience. Donc on pouvait faire autre chose qu'un service militaire, parce qu'il y avait le traumatisme il y avait des services de la guerre aussi, d'Algérie qui permettait de rendre service à la nation d'une autre manière. Et puis peu à peu, à partir des années 70, on a diversifié le service militaire. C'est devenu en 71 un service national, on pouvait faire de la coopération à l'étranger. Je sens que vous allez me dire qu'à partir de 1970, les femmes peuvent y aller aussi. Il y a un volontariat qui est ouvert pour les femmes qui veulent faire leur service militaire. Donc on voit que c'est en fait un service militaire qui ne ressemble de moins en moins à ce que
les grands-parents, les arrière-grands-parents ont pu connaître. Alors quand même, un mot sur la stratégie. C'était utile d'avoir cette conscription en termes de défense nationale? Alors on était encore dans un modèle de guerre froide, hein. Faut bien avoir ça en tête, même si ça nous paraît déjà loin, et où donc on se dit que potentiellement on peut avoir besoin de lever une armée en masse, comme on disait au début du XXe siècle. Donc ça reste quelque chose de marquant dans le besoin de la défense nationale. On a créé le service militaire pour répondre à la menace allemande à la fin du XIXe siècle, et c'est vrai qu'au XXe siècle, on est dans le contexte de la guerre froide. Alors on va voir qu'effectivement, après 1990, il n'y a plus la menace allemande, il n'y a plus non plus la menace de la guerre froide, et donc il y a un président, en l'occurrence Jacques Chirac, qui décide en 1996 qu'il va falloir mettre fin à ce service militaire. On l'écoute. Nous n'avons plus besoin d'appeler de gens faisant leur service militaire. Et donc, dans 6 ans, il n'y en aura plus, ou quasiment plus. Ce que je veux aujourd'hui, c'est d'avoir une défense qui soit à la fois plus efficace et plus moderne, et moins coûteuse. Et c'est possible. Bon, est-ce qu'à l'époque, c'est uniquement la droite de Jacques Chirac qui est opposée au service militaire, ou est-ce que c'est plus général? Non, il y a un consensus. Il y a un consensus qui se dégage, avec de fortes résistances quand même, parce que le modèle républicain de la conscription marque les esprits, forcément. Mais il y a un consensus parce qu'il y a effectivement une évolution des menaces, et puis parce que le service militaire, depuis la fin de la guerre d'Algérie, a peu ou prou été vidé progressivement de sa substance, puisque plus aucun appelé, enfin, à part sur la base du volontariat, finalement, ne finissait par combattre au cours de son service militaire. Donc il y avait un pilier du service militaire qui était la défense par les armes de la nation ou des intérêts de la nation, qui de fait avait disparu. Mais est-ce qu'on n'a pas oublié quand même la fonction, j'allais dire, presque éducative à l'échelle nationale que remplissait le service militaire? Alors on ne l'a pas oublié, et il me semble qu'on l'a tellement peu oublié que c'est le premier argument sur lequel les hommes politiques s'appuient aujourd'hui pour appeler à une restauration. Vous me dites on ne l'a pas oublié quand même, pendant 15 ans, il n'y en a plus. C'est court à l'échelle de l'histoire. Non, on l'a tellement peu oublié que toute la nostalgie du service militaire, elle vient de là. Alors c'est d'ailleurs un des arguments principaux à la fin des années 90 pour plaider pour le maintien de la conscription, c'était de dire le service militaire joue un rôle social. Ce qui est assez largement un mythe, parce qu'en fait il y avait seulement un garçon sur 2 en 97 qui faisait encore son service militaire. Donc si on étend aux garçons et aux filles, c'est-à-dire un quart d'une génération, ce qui est très peu, et tous ceux qui avaient les moyens de l'éviter et qui voulaient l'éviter, évitaient le service militaire d'une manière ou d'une autre, qui n'était déjà plus le service militaire. Vous voyez, on se fait nous-mêmes abuser parce qu'on parle de service militaire alors que c'était devenu un service national avec d'autres voies bien plus larges que celle du service militaire. Donc ce que vous considérez, c'est qu'aujourd'hui, si on revient là-dessus, c'est pour en faire un service national, peut-être plus civil, voire civique que militaire. C'est en tout cas l'argument principal qui revient dans le débat politique. C'est la question du brassage social, d'un dispositif d'intégration à la collectivité, à la citoyenneté. Et c'est d'ailleurs une vraie question, parce que ça veut dire qu'on ne parle de service national et de service militaire qu'en termes social, ce qui n'est pas sa fonction première. Et on oublie la fonction première, qui est celle de la défense, de la formation des combattants pour la nation. D'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup de cet éclairage. Je rappelle que vous avez publié un livre sur un cinéaste qui aimait beaucoup les questions militaires, en l'occurrence Pierre Schoendorfer, et qui avait, on s'en souvient, fait ce magnifique film sur la 317e section. Hein, on se souvient de ces images très humides, très... En Indochine, il n'y avait pas d'appelé, justement. Voilà. Et donc, on va se quitter avec une personnalité qui est disparue cette semaine et à laquelle on voulait rendre un hommage. C'est Chuck Berry, et vous allez le voir saluer sur scène. Vive la France! L'info dans le rétro vous a été présentée par Public Sénat et l'INA.